De ces enjeux-là, il faut vraiment avoir la carte mentale complète. Et pour moi... Un étudiant à la maîtrise en sociologie, pas comme les autres. Philippe Lorange. Il faut réfléchir à ces questions-là quand même, là. Oui, demain, nous serons souverains, car nous prendrons enfin notre avenir en main. Oui, Québec. Alors, il n'y a pas de coïncidence la journée où le Parti québécois nous dit qu'il déposera dans les prochaines semaines son budget de l'an 1 de la souveraineté. Philippe Lorange vient me convaincre aujourd'hui que c'est vers là qu'on doit aller, que le Québec a un avenir dans la souveraineté et dans l'indépendance. Je t'écoute, Philippe. Absolument qu'il a un avenir là-dedans, mais en tout cas, il n'y en a certainement pas en restant dans le Canada. Parce que une des premières choses qu'il faut savoir dans tout ce débat sur les questions nationales, une des toutes premières choses qu'il faut comprendre, c'est que les Québécois ne sont pas Canadiens. Parce qu'au départ, le terme Canadien signifiait les premiers habitants de la Nouvelle-France, mais au fil du temps, le terme a été approprié par le colonisateur, de telle sorte qu'aujourd'hui, les Québécois ne sont pas Canadiens. Il n'y a pas de telle chose qu'une identité canadienne qui rassemblerait à la fois les Québécois et les Canadiens anglais. Donc ça, c'est une première chose qu'il faut savoir. On n'a pas grand-chose en commun avec les Canadiens anglais, même si on peut évidemment avoir quelques valeurs en commun occidentales qui vont de soi. Mais après, nous sommes deux peuples très différents. Donc à partir de ce simple constat-là, c'est très difficile d'aménager un pays qui a donc deux langues différentes. Donc, il y a deux histoires différentes, deux cultures différentes et deux visions des choses, deux visions du monde qui sont très différentes. Donc, une fois qu'on a compris ça, là, on doit se demander est-ce qu'on doit rester dans le Canada pour des avantages ou par une sorte d'alliance politique qui pourrait faire l'union qui fait la force, autrement dit. À mon humble avis, je ne suis pas le seul à le penser, je crois. Je pense que cette union-là ne sert pas les intérêts du Québec. Premièrement, la toute première raison, c'est tout simplement parce que sur une question de survie culturelle, ça ne fonctionne pas pour le Québec. On le constate dans les données du recensement qui sortent à chaque 5 ans. Donc, on voit qu'il y a une anglicisation du Québec, il y a une anglicisation également des Canadiens français hors Québec, des Acadiens, et qui est d'abord causée et planifiée par le gouvernement fédéral, par le régime fédéral, qu'il soit libéral ou conservateur. Donc, le but, c'est toujours de minoriser les Québécois sur leur propre territoire, de minoriser les francophones. C'est toujours ça le but, et ce n'est pas un but récent. C'est un objectif qui est inscrit dans l'ADN même du Canada, d'assimiler tout simplement, de faire du Canada un pays intégralement anglophone, parce que c'est dans l'identité des Canadiens anglais. Donc, ils veulent que leur pays soit intégralement anglophone, on les comprend, mais ça fait en sorte que, à terme, le but, c'est de nous assimiler. Donc, ça se reflète dans toutes sortes de politiques, comme la politique migratoire qui ne respecte pas la capacité d'intégration du Québec. Tu sais que j'ai une feuille de bingo, hein, puis là, je coche mes mots, là, assimiler, check. C'est bon. Ça, c'est le centre, peut-être. Oui, donc, exactement. Je l'attendais. Donc, oui, mais ça, c'est ce que ça nous montre, c'est qu'on ne peut pas intégrer des seuils d'immigration qui sont imposés par le Canada. Nos frontières ne sont pas respectées, donc parce qu'on n'a pas les pleins pouvoirs sur la frontière. C'est le Canada qui gère ça, donc on a été pris pendant des années avec le scandale du chemin Roxham, alors que c'est souvent le Québec qui se ramasse avec la facture pour payer les dégâts. Puis notre modèle d'intégration, c'est même pas nous qui pouvons vraiment décider, c'est le Canada qui impose son multiculturalisme d'État inscrit dans la Constitution canadienne, alors que les valeurs québécoises sont plutôt dans l'intégration culturelle. Donc, en dehors de ça, le Canada s'ingère dans nos champs de compétences, par exemple en éducation supérieure, par les bourses du Canada, par les chaires de recherche du Canada, qui orientent toujours la recherche en fonction des intérêts du pays canadien, et donc non en faveur des intérêts québécois. Donc, encore une fois, il y a un financement qui se fait à l'avantage des universités anglophones et des chaires de recherche du Canada qui vont contre les intérêts du Québec. On le voit également avec les hôpitaux anglophones, CUSUM, Jewish. Donc, encore une fois, avec les cégeps anglophones, évidemment, le Québec a beaucoup de pouvoir là-dedans, mais on est toujours pris dans une logique où on doit toujours séparer entre anglais et français. On est toujours soucieux aussi de respecter la Charte canadienne des droits et libertés, qui va aussi à l'encontre de nos valeurs, de nos fondements. On le voit également, par exemple, sur la loi sur la laïcité de l'État, qui révèle beaucoup les tensions entre le Québec et le Canada. Parce que le Québec, fondamentalement, veut s'inscrire dans la même lignée, la ligne de pensée que les différents pays francophones comme France, Belgique, Suisse. Et le Canada n'arrive pas à comprendre cette notion de laïcité. Donc, encore une fois, on va être pris devant un conflit fondamental sur des valeurs fondamentales, sur une vision du monde, parce que le Canada veut carrément s'en prendre à la clause dérogatoire, qui est notre seul pouvoir face à une constitution qu'on n'a pas signée en 82. Donc, pour toutes ces raisons, je pense que l'indépendance est la seule solution
pour la seule sortie de secours. Et il y aurait plusieurs autres raisons. Par exemple, pour notre développement économique, notre développement régional, on n'a pas toutes nos capacités financières parce qu'on envoie la moitié de nos impôts et taxes à Ottawa, qui en fait bien ce qu'il veut. Et donc, on l'a vu au fil du temps qu'il a tendance à financer l'industrie automobile de l'Ontario, les industries de du Canada anglais, et à laisser pâtir les industries québécoises, les régions québécoises. Donc, le Québec est toujours pris avec un budget anémique, estropié. Alors, c'est ce qui nous amène à plusieurs crises importantes, notamment dans le monde de l'éducation. Dans le monde de l'éducation, on manque de professeurs, on manque de personnel, on a toujours des écoles vétustes, on a de la moisissure dans les écoles. Dans les hôpitaux, évidemment, on est toujours au bord de l'implosion, on manque toujours d'argent. Et ça, c'est d'abord causé par le fait qu'on a un budget estropié, parce qu'on envoie beaucoup d'argent à Ottawa, qui d'ailleurs ne s'est jamais gêné pour dépenser énormément, une dépense on remet peu en question. Donc, Ottawa collecte beaucoup d'argent qu'il ne va pas réinvestir en fonction de nos valeurs, de nos priorités, de nos objectifs. Donc, pour moi, un peuple digne doit être maître de sa destinée, de son territoire. Donc, c'est une question de dignité, d'honneur, c'est une question de survie, comme j'en ai parlé, c'est une question aussi de développement, d'ambition nationale. Donc, voilà. Ah, écoute, bon, par où je pourrais commencer? Déjà, je vais te réitérer ce que je t'ai déjà dit, cher Philippe, puis je sais, c'est pour ça qu'on a ce débat-là, parce que je pense que quelque part en toi, tu penses que tu peux faire vibrer davantage ma fibre nationaliste, parce que oui, j'ai une fibre très, 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 très nationaliste. J'aime le Québec vraiment très fort, puis ça a toujours été la posture que j'ai eue en politique et comme ministre aussi. Puis j'ai eu la chance, en plus de ça, moi, quand on m'a offert le ministère de la Culture, je me disais, je ne peux pas, honnêtement, être nommée à un plus beau ministère qu'être responsable de la culture de ma nation. Je trouvais ça extraordinaire. Mais ce que j'aurais envie de te dire, c'est que moi, j'ai toujours été dans une posture, justement, c'est un peu ce que je te disais, convainquez-moi que, tu sais, je veux dire, ce qui fonctionne. Puis là, je comprends que tu as certains arguments, mais, tu sais, par exemple, l'argument de dire on est deux peuples, puis il n'y a rien qui nous rejoint, puis on est différents, puis on a une culture qui est différente, c'est un peu comme de dire que les gens de Montréal, puis les gens de la Gaspésie ont également aussi des référents culturels qui sont différents, ont aussi une façon de vivre qui est différente. Je trouve ça... Puis, tu sais, je veux dire, on peut pas dire qu'on est 8 millions de Québécois, tous avec les mêmes valeurs de base, tous avec la même culture, tous avec les mêmes référents non plus, tu sais. Puis tu sais, c'est vraiment de dire, ah ben là, parce qu'à Calgary, ils ont une autre façon de fonctionner, on peut pas être dans la même fédération, dans le même pays. Je trouve ça un peu court comme argument, respectueusement. Puis je trouve qu'au contraire, tu sais, il y a quelque chose à aller chercher de ça. Mais je trouve que cette différence-là est pas suffisante. Après ça, tu disais au niveau de... Tu sais, au Québec, encore là, on a beaucoup de compétences qui nous permettent de prendre les décisions qu'on veut. Moi, je trouve qu'effectivement, on a un gouvernement fédéral à l'heure actuelle qui a une tendance généralisée à essayer de se mettre les deux mains systématiquement dans des compétences provinciales. Et ça, c'est comme ça depuis l'arrivée en 2015 de Justin Trudeau. C'était le cas avant, là, mais je veux dire, avec d'autres gouvernements, mais dans le cas du gouvernement de Justin Trudeau, c'est effectivement là, systématiquement, ce qui amène à des guerres ouvertes tout le temps. Puis, je veux dire, en culture, j'ai eu cet enjeu-là quand j'étais ministre. Là, on l'a vu dernièrement dans les soins de santé, où là, le gouvernement de Trudeau veut dicter les lignes directrices pour les CHSLD, entre autres, puis pour plein de dossiers. Et ça, c'est quelque chose qui doit être dénoncé. Puis c'est vrai que c'est extrêmement désagréable, là, parce que on devrait avoir totalement la liberté de décider comment on utilise nos deniers, c'est ça encore, notre argent collectif, comment on gouverne notre province. Mais ceci dit, je veux dire, on y arrive parce qu'on a plein de compétences dans plein de dossiers, là. Donc, comment je pourrais dire ça? Je trouve qu'il y a aussi des éléments économiquement, il y a des avantages aussi à être dans le Canada. Puis là, je te parlerai pas des ressources naturelles puis des rocheuses. Puis tu sais, ça, je pense que c'est un argument peut-être un peu passé de date, mais puis je me permets aussi de dire que je suis très surprise que ce débat-là soit encore là et constamment là sur la nécessité de faire l'indépendance, alors que, je veux dire, justement, on a plein de pouvoir sur plein de choses, on a plein de compétences sur plein de choses, mais on tire souvent dans notre propre chaloupe. Tu sais, je veux dire, non, mais
sérieusement, sur beaucoup, beaucoup d'enjeux qu'on a, que ce soit sur les l'entretien des infrastructures, que ce soit sur, tu faisais référence tout à l'heure aux écoles, tu faisais référence tout à l'heure au système de santé. Parce qu'on a un budget estropié. C'est parce que le fédéral nous vole notre argent chaque année. C'est Donc, vraiment pas juste on manque d'argent. Mais c'est pas juste une question d'argent. On nous fait accaparer notre argent par une constitution qu'on n'a pas signée, donc qui a été imposée de force. Et donc, vu qu'on manque d'argent, évidemment, tous les services sont en crise parce qu'on a des services anémiques, évidemment, parce qu'on n'a pas suffisamment les moyens financiers. Je dis pas qu'avoir plus d'argent ne ferait pas une différence. Ce que je te dis, par contre, c'est que l'enjeu, il est pas juste là, en ce sens que il y a une question de décision que prend les gouvernements. Tu sais, je te prends différents dossiers. Regarde l'habitation. On est en pleine crise du logement, grosse crise du logement. Oui, on manque d'argent. Oui, on a une pénurie de main-d'œuvre, mais on a un gouvernement qui est en poste à l'heure actuelle. Je vais parler de celui qui est à l'heure actuelle, mais on pourrait remonter sur les 15-20 dernières années sur l'ensemble des dossiers aussi, là, mais mettons ce qui est d'actualité. Je veux dire, il y a 2 ans, le gouvernement actuel niait le fait qu'il y avait une crise de l'habitation. Mais la crise du logement est causée par le fédéral, parce que c'est lui qui veut toujours plus d'immigration, alors qu'on n'arrive pas à construire aussi rapidement. Donc, encore une fois, c'est les objectifs du fédéral, qui est dans le toujours plus en immigration, qui est dans la doctrine multiculturaliste, qui veut faire d'un Canada post-national, post-identitaire, donc qui se fout complètement de l'intégration culturelle, alors que le Québec veut intégrer culturellement et veut des seuils qui sont plus bas, tout simplement, qui veut des seuils qui respectent sa capacité d'intégration, non seulement culturelle, mais économique. Donc, encore une fois, la plupart des crises dans lesquelles on vit viennent d'abord d'une décision du fédéral, parce que c'est eux qui ont le ça, grand là, pouvoir. C'est un discours, non, ça, c'est un discours de victime. C'est un discours de victime de dire que le gouvernement fédéral est responsable de tous nos maux, tous nos malheurs. Beaucoup de choses sont reliées. Beaucoup de choses sont reliées. Mais on est autonome quand même. La crise du logement, c'est causé par l'immigration massive, causée par le Canada. La pénurie de main-d'œuvre. Ça fait des décennies que c'est annoncé, la pénurie de main-d'œuvre. Encore là, on a un gouvernement qui a 4 ans, là, niait. Non, il n'y a pas de pénurie de main-d'œuvre, Madame la Marquise, tout va très bien, tout va très bien, tout va très bien. Ah, boum, ça nous pète d'en face. C'est pas comme si ça n'avait pas été annoncé, la pénurie de main-d'œuvre. Puis c'est un enjeu partout. C'est un enjeu en éducation, c'est un enjeu en santé. Même si on avait ben de l'argent, là, à un moment donné, on est en plein emploi partout, il manque du monde. Mais il y a quelque chose qu'on n'a pas prévu. Puis là, c'est comme, bouton panique, tout d'un coup, il nous faut des gens. C'est un vrai enjeu, mais il y a aussi d'autres enjeux extrêmement importants sur lesquels le Canada a un rôle à jouer, notamment sur la laïcité de l'État. On veut décider on veut faire nos propres choix, comme toute nation dans le monde, comme tout peuple dans le monde. Et le Canada nous empêche de faire nos propres lois, nos propres choix, parce qu'il y a toujours la Cour suprême qui est évidemment vendue aux libéraux puis vendue au régime fédéral, qui va contrer les intérêts du Québec. Puis ça va se faire. Ils veulent s'en prendre à la clause dérogatoire. Puis c'est pas juste une question de parti politique, parce que les conservateurs sont aussi multiculturalistes. C'est des gens aussi qui sont très pro-pétrole. Et donc, il y a quelques années, on voulait nous imposer un pipeline dans des cours d'eau potable, qui n'allait pas créer un seul emploi puis qui n'allait pas aider l'économie québécoise. Donc, évidemment, le Canada se comporte comme un empire et le Québec est considéré comme une société annexée. Et c'est ça qu'on est. Nous sommes une nation annexée, colonisée. Et ça paraît non seulement sur le budget, mais aussi dans nos services publics. Et parce que notre élite politique n'est pas habituée de gouverner, eh bien, elle n'a pas de vision à long terme. Elle n'a pas d'ambition nationale. Elle n'est pas capable de se projeter plus loin. Donc, on est toujours habitué à se minoriser et on est habitué à avoir un point de vue provincial sur les choses. Tu es en train de dire que les Québécois, on est un petit peuple? C'est pas ça que je suis en train de dire, mais c'est-à-dire les élites politiques se comportent de manière provinciale. C'est-à-dire ils réduisent le Québec et leur pouvoir. Ils s'acceptent le fait qu'on se minorise et qu'on devient de plus en plus une minorité folklorique. Tandis que si on avait les pleins pouvoirs comme une vraie nation digne de ce nom, eh bien là, on pourrait décider nos propres choix dans des dossiers importants. Notamment, le chemin Roxham, j'y reviens, il faut contrôler nos frontières. C'est urgent de contrôler nos frontières parce qu'il va continuer d'avoir de l'immigration, puis il faut s'assurer de savoir qui va entrer, si c'est légal ou non. Il faut que ce soit nos propres personnes qui soient là puis qui décident, tout simplement. Il faut décider, pour une question d'intégration culturelle, de survie culturelle, il faut à tout prix que le Québec ait les pleins pouvoirs. Puis d'ailleurs, c'était déjà présent dans l'accord du Lac-Meech, mais ça n'a pas été signé. Donc, encore une fois, là, on est pris dans un statu quo qui ne respecte pas les ambitions du Québec. Et là, le Lac-Meech, c'était déjà insuffisant. Pour moi, un peuple digne de ce nom a son indépendance nationale. Donc, pour moi, c'est extrêmement important. Puis, on l'a vu dans d'autres dossiers, par exemple, à l'international, le Québec est toujours dépendant de la vision du Canada, alors que les Québécois, on le sait, ont un point de vue différent du Canada. Le Canada a une vision parfois plus impérialiste des relations internationales, de l'implication militaire, tandis que les Québécois veulent moins d'implication militaire un peu partout dans le monde. On l'a vu notamment lors
lors de la guerre en Irak. On l'a vu dans d'autres points de vue, dans toutes sortes de questions. On le voit, par exemple, dans le commerce. On l'a vu dans toutes sortes de traités de libre-échange. Les producteurs québécois ont parfois pâti de décisions qui ont été prises par le fédéral, alors que le Québec n'a pas vraiment une voix dans ces genres de traités-là. Puis le Québec n'est pas connu à l'international, il ne peut pas avoir ses propres ambassades. Donc, c'est plus difficile de faire des relations diplomatiques, de faire du commerce qui va en fonction de nos intérêts, de nos objectifs. Donc, pour moi, je ne crois pas qu'on a les pleins pouvoirs dans tout. Puis quand on a les pleins pouvoirs dans un domaine, mais là, on a un budget estropié. Donc après, on se dit que l'éducation ne fonctionne pas, la santé ne fonctionne pas, mais c'est parce qu'on agit en fonction des moyens qui nous sont laissés, en fonction du peu d'espace qui nous est laissé pour gérer nos propres choses. Alors, il ne faut pas s'étonner que la société québécoise soit constamment en crise dans différents services publics. Je ne peux pas être d'accord avec cette dernière partie, comme je te l'ai dit. Là, malheureusement, le temps file, tu vois, et je dois mettre fin à cette discussion, mais on aura certainement l'occasion de la reprendre. Chaque jour, tu me convaincs un peu plus, Philippe. Tu le sais, ça aurait été un plaisir de discuter avec toi, de t'avoir comme collaborateur à mon micro tout cet été. Je te souhaite, je ne sais pas si je te souhaite, mais je pense que tu rêves d'un 3e référendum. Et là, tu vas être bien excité de voir le budget de l'an 1 du Parti québécois. On l'attend tous. On aura certainement l'occasion de rééchanger ensemble. Philippe Lorange, étudiant à la maîtrise en sociologie. Merci pour tout. Ne ratez